De l'académie. Donc l'académie, c'est avant tout une dizaine de personnes qui interviennent pour accompagner aussi les candidats franco-allemands sur les deux marchés, donc à la fois en France et en Allemagne. Chacun a sa spécialité, puis accompagne aussi les candidats, que ce soit des candidats allemands, germanophones, français, francophones, dans différentes villes, donc sur toutes les personnes auxquelles vous pouvez avoir affaire pour réaliser aussi du bilan de compétences ou des coachings divers et variés. Alors, ensuite, donc, pour commencer cette présentation, on va d'abord, avant tout, évoquer les grandes lignes un petit peu de cette présentation, à savoir que ce qu'on va vous donner comme information, ce ne sont pas des règles vraiment de comportement, mais plutôt des tendances. C'est-à-dire qu'il faut absolument relativiser tout ce qui a trait à l'interculturel. C'est avant tout sur des retours d'expérience et sur des études pratiques empiriques que ces informations ont été mises en place par des spécialistes. Donc, avant tout, ça peut vous servir de cadre sans être des généralités. Il faut tenir compte, bien sûr, des interlocuteurs que vous avez en face de vous pour appréhender la réalité. Le but, vraiment, pour nous, ce soir, c'est de vous donner des outils pour essayer de mieux appréhender les interlocuteurs allemands et les équipes que vous avez en face de vous, de façon à travailler au mieux et créer des synergies avec ces différentes personnes. Donc, on va d'abord parler un petit peu en introduction avec Anne-Carole du culturel. Qu'est-ce que c'est qu'une culture au final, et ensuite on va en passer à des éléments plus pratiques. Donc c'est ton tour, Anne-Carole. Ok, merci. Donc une culture, qu'est-ce que c'est? Une culture, ça différencie les membres d'un groupe de ceux d'autres groupes. Donc on peut parler d'une culture, par exemple une culture d'entreprise, une culture régionale, ou, comme nous parlons ce soir, d'une culture d'un pays ou de deux cultures de deux pays. C'est un phénomène collectif qui va toucher toutes les personnes qui appartiennent à cette culture. Une culture est une structure constante. En fait, les études qui ont été menées sur les 30 dernières années, les études sociologiques, montrent que toutes les sociétés évoluent, toutes les cultures évoluent, mais leurs différences restent les mêmes. Donc, ce sont des structures qui sont constantes aussi dans le temps. Une culture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une simplification du quotidien. Ça a été aussi expliqué, ou c'est parfois nommé comme, pour simplifier en fait l'idée qui se cache derrière, comme une programmation ou comme un autopilote. Donc en fait, avec notre culture, on va analyser, on va comprendre tout ce qui se passe en fonction d'un système de valeurs, en fonction de structures de pensée que nous avons appris très tôt dans notre sociabilisation. Et ça se passe de façon très inconsciente. Donc, ça nous permet en fait de simplifier le quotidien, ça nous permet de gérer toutes les situations que nous rencontrons dans la journée, mais ce qui est en fait un problème, ou ce qui peut être dangereux quand nous nous trouvons dans une culture différente, parce qu'on va l'analyser, on va la comprendre avec notre système de valeurs qui est en fait différent de la culture, ou qui peut être différent de la culture dans laquelle nous nous trouvons, la culture étrangère dont nous nous trouvons. Donc, il y a un modèle qui est très souvent utilisé pour expliquer cet aspect inconscient de la culture, c'est le modèle de l'iceberg culturel. Donc, en fait, dans un iceberg, il y a une partie qui est visible. Ça va être dans la culture, dans une culture, par exemple, la langue, la façon de s'habiller. L'art, ça va être aussi peut-être la façon de communiquer, la façon de se saluer. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont visibles, qui ne sont pas forcément faciles à déchiffrer, mais dans tous les cas, qui sont très facilement noter, en fait, qu'on va remarquer facilement.
Ensuite, il y a toute la partie invisible de l'iceberg, donc là qui est moins facile, qui est beaucoup moins facile à observer et encore moins facile à comprendre. Donc plus on va s'enfoncer dans l'iceberg et plus aussi on va avoir affaire à des éléments qui sont inconscients et dont les personnes qui appartiennent à la culture ne sont même pas forcément conscientes et qui pour eux n'est pas forcément non plus facile à expliquer parce que ça va être des choses qui vont être acquises très tôt dans l'enfance, donc qui n'ont pas été apprises avec en l'analysant, avec une compréhension. Ça a été acquis sans le remettre en question. Donc, dans cette partie invisible de l'iceberg, on a tout ce qui est valeur, on a les normes, les priorités et aussi les hypothèses de base. Qu'est-ce que nous considérons comme bien? Qu'est-ce que et qu'est-ce que nous considérons comme mal. Par exemple, il y a des pays où ça va être jugé incorrect de montrer ses émotions et dans d'autres pays où ça va être accepté. Voilà, ça ce sont des hypothèses de base, dire ça c'est bien ou c'est acceptable ou ça ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc, un iceberg, il faut toujours faire attention. C'est que justement, cette partie invisible est énorme et plus vous y approchez sans en prendre compte, et plus vous risquez de provoquer un accident, donc ce qu'on appelle des fois les chocs culturels. Voilà, pour l'introduction. Un rappel théorique et sur ce qui va nous attendre un petit peu dans le modèle franco-allemand, qui n'est pas souvent facile à percevoir. Donc c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par l'utilisation de clichés. Donc il y a trois parties qu'on va aborder ce soir. C'est d'abord quels sont les différents modes de communication, les grandes lignes des modes de communication entre la France et l'Allemagne dans la première partie. Ensuite, on va voir comment ça se traduit au niveau du management entre français et allemand. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant, comparer les différentes formes de management et les différences éventuelles. Et puis aussi un aspect très important, sa gestion du temps en France et en Allemagne, parce qu'on veut avant tout ce soir vous donner des outils pour créer des synergies, pour travailler au mieux en équipe, au-delà des individus. Voilà. Donc, alors, il y a quelque chose qui peut souvent revenir, dont on parle souvent dans le franco-allemand, c'est ce qui est direct et indirect, c'est-à-dire l'utilisation de l'explicite et puis de l'implicite. Alors, l'explicite serait allemand, l'implicite serait français. Donc, c'est souvent des perceptions. Il est souvent dit les Allemands sont trop directs, sont directs. Alors ça, c'est une perception peut-être française. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? Tout simplement qu'il peut y avoir une volonté de clarté, qu'il peut y avoir aussi la volonté de connaître toutes les informations de façon exhaustive. Justement, j'en viens souvent, c'est un élément, j'explique souvent en français quand il rédige un CV en allemand. Dans les lycées et dans les formations, on nous a toujours appris à être très synthétique dans la rédaction de CV, vraiment en 1 page, 2 pages maximum. On serait presque interdit d'utiliser 2 pages. Eh bien, en Allemagne, au contraire, le CV, c'est comme la Bible. Il faut dire tout et toute la vérité. Donc, aller dans le moindre détail, pas laisser de blanc. Parce que sinon, ça va perturber le responsable ressources humaines en face, l'interlocuteur, qui va se demander s'il n'y a pas eu volonté justement de cacher des éléments. Et à partir du moment où on cache des éléments, il y a une perte de confiance qui s'installe pour l'interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'on a des pratiques de CV qui, ça peut s'expliquer comme ça. Pourquoi est-ce que le CV allemand est aussi détaillé? Pourquoi on a le souci du détail? Alors, ça peut créer aussi des malentendus parce qu'à partir du moment où j'ai un interlocuteur qui est en face de moi trop détaillé, qui veut donner trop d'informations, pas en venir à l'essentiel, ça peut aussi, dans un contexte, je peux me demander s'il essaie de me prouver quelque chose, s'il essaye aussi peut-être de masquer certaines informations. Donc, de l'autre côté, la trop grande exhaustivité des interlocuteurs qui peut être vécu de ce côté-là, du côté des Français, comme quelque chose de vraiment perturbant, ça peut mener à des problèmes de compréhension. Je ne sais pas si vous pouvez nous indiquer par chat si vous avez vécu si vous avez fait ce genre d'expérience, de rencontrer peut-être des interlocuteurs qui voulaient vraiment aller dans le détail. Vous n'avez pas compris tellement cette méthode ou cette façon d'agir dans les rendez-vous ou dans les réunions d'équipe.
c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré et qui est aussi dans le mode éducatif en fait allemand, c'est aussi quelque chose qui est souvent exigé. Voilà, donc le côté synthétique, le côté aller droit au but, aller au principal, n'est pas forcément perçu de la même façon des deux côtés. Alors, on peut aussi du côté allemand aussi remarquer que les Allemands peuvent avoir des difficultés à comprendre ce qui n'est pas explicitement indiqué. Donc, si vos formulations ne sont pas suffisamment claires et précises, si vous avez l'habitude aussi de ne donner qu'une partie ou de ne dire qu'une partie des choses, ça peut être mal vécu du côté allemand et on peut avoir l'impression que vous avez caché quelque chose. Il peut y avoir aussi d'autres éléments qu'on peut retrouver dans le mode de communication, par exemple ce que j'appelle toujours la communication sous forme de ping-pong, à savoir qu'entre interlocuteurs français, on a tendance à s'interrompre, ça peut vivifier un petit peu la conversation. C'est quelque chose qui peut être perturbant pour un interlocuteur allemand qui a, comme je vous le disais, peut-être l'habitude de donner les informations de A à Z. Ça peut être perçu pour lui comme une forme de respect que de respecter le temps de parole de la personne et de fournir toutes les informations. Donc, du côté français, ça peut être une forme d'adhésion que d'interrompre la personne et puis de lui montrer qu'on suit un petit peu ce qu'elle nous indique. Du côté allemand, ça peut être perçu aussi peut-être d'une façon un petit peu plus négative. Comme un manque de respect ou voire d'intérêt. Donc, vous avez peut-être essayé de montrer une certaine attention à votre interlocuteur et lui va percevoir la chose comme quelque chose de brouillon, peut-être, de pas suffisamment rigoureux. Donc, ce que vous aurez peut-être remarqué avec vos interlocuteurs allemands parfois, c'est qu'ils peuvent tout simplement vous laisser parler et puis ils peuvent prendre de façon séquentielle un petit peu la parole au fur et à mesure. C'est peut-être de votre côté aussi quelque chose qui a pu vous étonner, ce manque peut-être de vie dans l'entretien. Vous êtes peut-être habitué à un autre rythme. Donc voici un petit peu les exemples de communication verbale. Alors du côté français aussi, autre exemple que je peux vous fournir, c'est le fait par exemple de parler avec ses mains. Je me rappelle avoir vécu plusieurs entretiens d'embauche avec des responsables allemands. C'était dans l'industrie et c'était avec des interlocuteurs qui ne bougeaient pas tellement. Et puis j'avais des candidats français en face qui étaient un petit peu sous le stress de l'entretien et je les ai vus bouger. Et je les ai vus aussi engager la conversation avec leurs mains. Et j'ai vu dans les yeux des interlocuteurs qu'ils étaient perturbés, parce qu'ils voyaient des gens qui se rapprochaient avec leurs mains ou qui utilisaient leurs mains. Je les ai vus non plus fixer le candidat ou la candidate, mais vraiment fixer les mains du candidat. Donc effectivement, c'est un élément qui peut aussi être vécu un petit peu de façon assez cocasse par les Allemands. Bon, bien sûr, si on parle cliché, on peut aussi évoquer le fait que, bon, c'est pas forcément dans l'environnement professionnel, mais qu'on a des us et coutumes différentes par rapport à la façon de dire bonjour. Aussi dans l'environnement professionnel, peut-être d'utiliser le vouvoiement ou le tutoiement ou le prénom et ne sont pas forcément des choses qui s'utilisent. Ça dépend bien sûr des environnements professionnels, je dirais des secteurs dans lesquels vous travaillez. Donc on peut observer quand même une tendance à vraiment ne pas mettre en avant le langage corporel, la communication non verbale qui est assez présente en général avec les Français, n'allait pas forcément du côté allemand. La poignée allemande, la poignée de main en Allemagne aussi, elle peut être assez forte, elle peut être assez marquée. Qu'est-ce qui se traduit derrière la poignée de main? Ça peut être aussi un signe de reconnaissance, de respect. Quelqu'un qui aura tendance à saisir la main de son interlocuteur de façon trop molle, ça pourrait être mal perçu. Donc voici un petit peu pour les exemples classiques que je voulais vous citer. Alors à ce niveau, est-ce que vous avez vécu vous-même aussi ce genre de situation? Vous pouvez le citer dans la fenêtre de chat que vous avez à votre droite de notre fenêtre Zoom. Est-ce que tu vois, Anne-Carole, des personnes qui ont jusqu'ici noté quelques exemples, ou alors est-ce que toutes les personnes sont assidues? Je ne vois encore aucun exemple. D'accord. Les personnes sont revenues après le petit incident technique qu'on a eu, qu'on a réussi à remettre en place. Sinon, on enverra aussi le replay pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes.
Donc, venons-en maintenant aux conseils qu'on peut vous donner pour mieux travailler et puis comprendre vos collègues allemands. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez pu constater ces différences d'attitude du côté allemand sinon, comment essayer aussi de réagir par rapport à ces différences des fois peu perceptibles qu'on peut remarquer. Donc, le plus important, c'est d'essayer de se freiner un petit peu aussi, de freiner un petit peu cette habitude de communication. Donc, moi-même étant français en Allemagne, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai remarqué assez tardivement dans mes premières années en Allemagne. Donc, essayez de laisser vos collègues s'exprimer en détail sans les interrompre, freinez-vous. Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez à votre collègue de répéter, c'est tout à fait normal, ça lui dira que vous prêtez vraiment intérêt à ce qu'il dit. Et puis, donc, essayez de ne pas être trop synthétique, n'allez pas forcément à l'essentiel, mais aussi allez-y dans le détail pour essayer aussi de rassurer votre interlocuteur. Donc, ça sont de simples éléments, c'est tout bête, mais ça vous permettra peut-être de gagner en confiance par rapport à vos collègues, par rapport à votre chef, et puis par rapport à votre environnement allemand. Si je peux rajouter quelque chose aussi. Donc, oui, vas-y, Carole. Ça serait dans la communication de feedback en fait en Allemagne avec des collègues allemands. Ça serait en fait en France, on a tendance aussi d'être très synthétique et d'être très diplomate dans la communication de points qui ne sont pas satisfaisants. Donc avec un interlocuteur allemand, il faut communiquer clairement ce qui ne va pas. Donc toujours avec délicatesse bien sûr, mais ça va être à faire beaucoup plus clairement qu'en France, où en France on va avoir tendance à lire entre les lignes, à comprendre entre les lignes. Donc là, en Allemagne, il faut communiquer beaucoup plus clairement. Voilà. Merci Anne-Carole. C'était un complément que je pourrais ajouter peut-être dans la présentation parce que ce ne sont pas forcément des éléments dont on a conscience. Alors pour schématiser un petit peu, aux modèles théoriques qui ont été mis en place en fonction de l'expérience dans les entreprises franco-allemandes, on a deux types de modèles de communication. Donc à gauche, le modèle de communication allemand, on dit que c'est un modèle de communication avec un consensus fermé, alors qu'en France, ce serait un consensus plus ouvert, à savoir que on va avoir différentes phases dans la communication en France et en Allemagne. Donc, il y a la recherche d'un accord. Il peut y avoir différents modèles de résistance aussi qui sont créés dans une conversation, dans la communication. Il peut y avoir différentes phases aussi d'échange d'informations pour en venir à l'analyse d'un problème ou d'un statu quo. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a tirés un petit peu des différents théoriciens qui ont mis en place ces différents systèmes. Vous retrouverez les références à la fin de notre présentation. Alors, pour en venir à des éléments plus concrets maintenant, donc on va aborder le management français et allemand, les comparaisons et les différences. Donc ça va être ta partie, Anne-Carole. Donc on a essayé de mettre en place des petits dessins qui évoluent un petit peu, qui évoquent un petit peu les clichés du management français et allemand avec ce gentil français, j'imagine, qui vient avec sa plante et puis le manager allemand qui l'attend derrière. Alors, je te laisse donc prendre en main cette présentation. Merci Jérôme. Et je vois que justement, on a une expérience qui a été partagée sur le chat de façon assez exhaustive sur la communication en entretien. Donc je lis, c'est un commentaire de Raphaël. Bonjour à tous. J'ai personnellement vécu des réunions de travail au sein d'une association où la distribution de la parole était extrêmement codifiée, avec quelqu'un qui prenait les noms des gens qui souhaitaient s'exprimer et la distribuait à tour de rôle selon cette liste. Cela permet en effet que tout le monde puisse s'exprimer sans se couper. En revanche, cela casse complètement la spontanéité, l'adéquation des remarques les unes avec les autres, vu les délais d'attente entre deux interventions ou deux sujets. Oui, donc voilà, façon de gérer la prise de parole très allemande. Merci Raphaël.
c'est vrai que surtout dans l'environnement associatif, c'est aussi quelque chose que je rejoins. J'ai participé à la création d'une association il y a 3 ans et je me suis aperçu, c'est quelque chose qui me paraissait vraiment comme rigide justement, vraiment de tout déterminer à l'avance, donc avec les différents points de discussion au préalable, noter pendant la conversation, faire un rapport, établir un rapport. Donc, il y avait une personne qui était désignée pour ceci. On a l'impression qu'elle a rejeté en tout ça, mais c'est évidemment plus efficace en termes d'organisation, puisque ensuite, on en vient vraiment progressivement à un résultat dans la conversation. Voilà. Donc, revenons-en à notre deuxième partie, et je te laisse la parole, Anne-Carole, maintenant. Merci Jérôme. Donc, le management en France, le management en Allemagne. Donc, en fait, en France, on a une attente d'une hiérarchie très élevée, d'une hiérarchie très forte. On a une culture où on a cette différence qui est attendue et souhaitée, elle est normale. En Allemagne, on a une différence hiérarchique qui est beaucoup plus nuancée. En fait, la hiérarchie en Allemagne est plutôt un outil qui est là pour aider dans le travail plutôt qu'une différence de statut. Donc, en fait, un exemple en fait, qui explique aussi d'où ça vient ou ce qui favorise en fait ces différences dans le type de management, c'est dans l'éducation des enfants. Donc, en Allemagne, les enfants sont sur le même niveau que les parents, sont les égaux des parents, alors qu'en France, on va apprendre aux enfants à respecter les parents, à respecter les professeurs. Donc ça se voit dès l'enfance. Donc, on va voir en effet dans l'aperçu sur les principales caractéristiques du management que on a en Allemagne un manager. Donc, dans le slide suivant, vous allez voir sur le résumé en fait sur les principales caractéristiques, c'est que le manager allemand, il est là pour trouver un consensus. Il est là pour animer ses équipes et pour les coordonner. Alors qu'en France, le manager va décider seul. Ensuite, il va communiquer les décisions qu'il a prises à son équipe, adapter avec son équipe ce que lui, il a décidé et motiver ses équipes à faire ce que lui, il a décidé. Donc, on voit une approche totalement différente dans le management, dans la façon de travailler en France et en Allemagne. Donc, quelles sont d'autres différences dans le management? On voit que le manager donc allemand est à la recherche d'un consensus. Il recherche avant tout le compromis. Il va faire naître la décision au sein de discussions avec son équipe. Donc, c'est un travail participatif. Donc, vous allez voir, Jérôme, si tu veux bien passer au slide suivant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, toutes les personnes qui font partie de l'équipe sont invitées à participer à la prise de décision et à la recherche de solutions. Donc, on a vraiment un esprit d'équipe qui est beaucoup plus important en Allemagne qu'en France, où en France, on a une individualité encore plus élevée qu'en Allemagne. Donc, en France, on a la culture du patron, où le manager, comme je vous le disais à l'instant, décide seul. Donc, il est là seul et il s'appuie sur son équipe. Donc, il n'y a pas du tout de recherche de consensus et il y a aussi une difficulté dans la communication des idées, dans la communication des solutions à travers ces différents niveaux hiérarchiques. Donc, le patron en France, il recherche le respect de ses employés, chose qui n'est pas le cas ou beaucoup moins le cas en Allemagne. Et oui, Jérôme, tu veux ajouter quelque chose ? On verra s'il est dans l'environnement des startups, on vit aussi des nouvelles méthodologies de travail et de management.
notamment en France, et on verra si ça influe un petit peu sur ces modèles culturels dont on vous parle, et qui sont bien sûr schématiques parce que la culture d'entreprise évolue. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des méthodes de travail qui commencent à influer un petit peu sur ces genres de comportements. Voilà. Oui, en effet. Donc ça va bien sûr être différent en fonction du type d'entreprise, du type de branche. Donc, est-ce qu'on travaille dans une start-up dans l'informatique ou est-ce qu'on travaille dans un environnement plus traditionnel, par exemple une banque, qui va être aussi avoir tendance à avoir beaucoup plus de codes en rapport à la hiérarchie, en rapport au statut, en rapport à la politesse. Voilà. On peut penser qu'a priori, une start-up française et une start-up allemande vont quand même montrer des différences. Donc, une start-up française va être, par rapport au reste de la France, présenter une hiérarchie plus plate, mais va quand même, devrait a priori montrer un petit peu plus de hiérarchie qu'une start-up allemande. Donc, encore une fois, pour résumer, le manager allemand valide ce que décide son équipe, valide avec son équipe, il coordonne son équipe et l'anime. Alors que le manager français décide seul, recadre son équipe et motive son équipe. Il y a quand même de nuances entre animé et puis motivé. Au niveau, ce que tu indiquais dans la présentation, que le manager allemand, il anime, tandis que le manager français, il a de puissance à motiver. Donc, on voit, il y a cette nuance qui apparaissent quand même dans les deux rôles. Voilà. Oui. Donc j'anime, voilà, quels sont les avis de mes collaborateurs, ou bien je motive mes collaborateurs à faire ce que moi j'ai décidé. Donc c'est très très différent, c'est une approche assez différente. Donc en fait, comment se comportent en fait les personnes au sein des équipes, au sein d'une équipe allemande, au sein d'une équipe française et face à leur hiérarchie. Donc en fait, en Allemagne, le responsable d'une équipe, il est accessible pour ses employés. Et les employés trouvent normal d'être consultés. Donc, si vous dirigez depuis peu une équipe allemande et que vous prenez des décisions seuls, ça risque de ne pas plaire à vos équipiers assez rapidement parce qu'ils sont là justement pour vous aider à prendre les décisions. Ce sont eux qui apportent les compétences spécifiques. Le but recherché, c'est l'harmonie et l'efficacité de l'équipe, voilà, en équipe. En France, les employés, en fait, les participants de l'équipe, eux, vont attendre de leur manager qu'ils prennent la décision pour eux. Donc, si vous venez d'Allemagne et vous allez en France, voilà, ça va être à vous de prendre les décisions parce que votre équipe va compter sur vous pour prendre des décisions difficiles et même moins difficiles à prendre. Donc, on a une culture aussi, en France, la culture de l'élitisme, et une hiérarchie forte au sein de l'entreprise. Donc, il y a aussi en France où les employés vont montrer plus de respect, plus de distance par rapport à leur responsable. Donc, moi, ce qui m'intéresse, peut-être, Jérôme, si tu veux nous faire part de ton expérience, parce que tu diriges une équipe franco-allemande depuis pas mal d'années. Donc, qu'est-ce que tu observes dans les différences entre les... J'étais en train de me demander, je t'écoutais parler, j'étais en train de me demander justement si ces différents styles un petit peu de management n'avaient pas déteint sur moi le fait d'être en contact, de travailler avec des Allemands et des Français, avec des salariés qui ont des attentes parfois différentes, si j'avais pas aussi réalisé un mixte. Bon, j'essaie de rester très accessible. Je comprends, j'essaie aussi d'être participatif dans la prise de décision, même si j'aurais tendance à vouloir aussi conduire et puis mener un petit peu et puis prendre les décisions quand il faut prendre des décisions et décider. Mais je crois que le mot participatif, c'est vraiment un mot qui m'a imprégné depuis ces dernières années en Allemagne. Et je recherche aussi l'harmonie, bien sûr, et l'efficacité au quotidien. Je me retrouve un petit peu sur les deux tableaux, en fait. Ok, merci.
Alors donc là, il y a un autre aspect que tu voulais aussi développer pour que les auditeurs en fait puissent avoir des mots-clés en fait dans leur tête un petit peu de schémas qui peuvent être réutilisés. Donc tu as noté en fait tout un ensemble de mots-clés qui pourraient comment dire revenir dans le style de management. Je crois que quelqu'un qui a Oui, écrit un commentaire. c'est ça. Tu peux nous lire si tu veux Oui, donc je vois, j'ai l'impression que c'est Raphaël encore qui nous fait, qui pose une question. Je vois pas le nom. J'ai lu un bref instant le début du nom Raphaël, je crois, donc, mais maintenant ça a disparu. Alors, comment se passe alors la prise de décision en équipe en Allemagne? Ben, c'est un consensus en fait. Chacun va donner son opinion factuelle et la décision va être prise en groupe. Donc, il faut faire quand même une différence. Il y a des décisions en fait qui peuvent être prises en groupe au quotidien, parfois parce qu'il y a une urgence ou parce que il n'y a pas de en fait besoin de faire appel à la compétence de chaque employé, ou bien sûr le manager va prendre une décision seul. Mais en général, ça va être une décision qui va être prise ensemble ou bien avec l'employé le plus compétent pour ce domaine. Peut-être qu'il y a d'autres participants qui veulent justement nous faire part de leur expérience en Allemagne. Comment est-ce qu'ils prennent comment sont prises les décisions dans leur entreprise, dans leur équipe? Ça pourrait être intéressant d'avoir ces retours d'expérience. Ça pourrait être intéressant aussi de savoir justement si des personnes qui n'ont jamais travaillé avec des équipes allemandes. Il peut y avoir aussi parmi les personnes qui sont inscrites ce soir des personnes qui ont fait le pas d'aller travailler outre-Rhin et puis de rejoindre une entreprise allemande ou qui sont en train justement d'essayer de s'expatrier vers l'Allemagne et qui sont preneurs d'informations. Vous pouvez nous indiquer un petit peu tous depuis combien de temps vous travaillez en Allemagne, par exemple, si c'est le cas, pour qu'on voit un petit peu votre degré d'expérience dans le travail, certainement dans le travail en équipe. Donc, Anne-Carole, tu as noté des éléments sur ce que les managers français en général apprécient chez leurs collègues allemands. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est important, en fait, avec une nouvelle culture, donc il n'est peut-être pas nouvelle pour tous, de bien la comprendre et aussi de l'apprécier, d'avoir un rapport positif à elle. Donc, ça peut être un petit peu énervant de voir quelqu'un qui est un peu tatillon, par exemple, dans la gestion de parole d'une réunion. Voilà, de voir quel est l'aspect positif qui va avec cela et aussi de pouvoir se positionner. Donc, c'est pour ça que je vous ai écrit en fait ces compétences typiquement allemandes qui sont appréciées par les managers français qui travaillent avec des Allemands. Je trouve aussi que ça peut être une façon de continuer en fait à améliorer ses propres compétences que de voir en fait comment ça se passe dans une culture différente, quels sont les points forts de cette culture. Donc voilà, typiquement, les Allemands sont appréciés pour leur fiabilité, leur précision, leur rigueur, leur ponctualité absolue, leur pragmatisme, leur efficacité, leur esprit d'équipe, parce que justement c'est beaucoup moins hiérarchique, donc c'est une équipe qui travaille ensemble, leur organisation, leur sérieuxité, leur prévenance. Ce que les Allemands, de leur côté, apprécient chez les Français, donc ça va être en fait les aspects complémentaires, enfin opposés ou complémentaires, on peut voir ça comme ça. Ça va être donc voilà, Jérôme, si tu veux bien revenir au slide précédent, Oui. voilà. Merci beaucoup. La flexibilité, la créativité. En France, on est fiers de notre système débrouille qui peut parfois faire crier un Allemand parce que justement c'est trop facile ou trop créatif. Voilà, le comportement peu conventionnel des Français, le savoir-vivre, la spontanéité, l'improvisation, l'engagement, l'enthousiasme, la disponibilité. Je vois, il y a un mot qui est resté en allemand, donc être prêt à dialoguer. Pour ceux qui ne parlent pas encore allemand, Diskussionsbereitschaft, la sociabilité et la loyauté. Voilà. Donc, je te repasse la parole, Jérôme. Je pose la question aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des anecdotes concernant ces différents aspects que vous avez pu peut-être apprécier chez vos interlocuteurs allemands? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ces modèles qu'on vous montre à l'instant? Ce serait intéressant d'avoir aussi d'autres avis.
Alors, donc il y a aussi un aspect, la troisième partie de présentation, ça concerne la gestion du temps en France, en Allemagne. Alors j'ai été une victime, bien sûr, de cette gestion du temps, puisque en tant que bon élève français, je suis souvent arrivé en retard. Peut-être que dans ma famille, on avait un problème avec le temps, justement, et qu'on a toujours tout fait à la dernière minute, et puis qu'on est toujours arrivé avec quelques minutes, voire plus que quelques minutes de retard. Donc ça, c'est toujours une partie que j'ai particulièrement appréciée, que je vis aussi au quotidien. J'ai vraiment du mal comment dire, à m'adapter par rapport à cet élément. Alors, est-ce que je réussirai un jour je pense que je commence à intégrer peut-être intégrer le stress que ça procure vis-à-vis de mes interlocuteurs si j'arrive avec du retard. Donc, je crois qu'au bout de peut-être de 15 ans en Allemagne, je planifie de plus en plus, ça finit aussi par déteindre sur moi. Alors, donc vous l'avez reconnu, les Allemands ont tendance à vouloir tout planifier, et ce n'est pas un cliché, je vous assure que c'est comme ça. Et puis, la contrepartie de tout ça, c'est que si vous ne planifiez pas, vous allez créer du stress et puis de l'inflexibilité. Donc, finalement, le temps, il est vécu de façon linéaire en Allemagne. Donc, on parle de culture monochronique quand on parle de l'environnement allemand et nord-européen. C'est-à-dire que les différentes étapes sont planifiées, la vision elle est séquentielle dans la planification peut-être du travail en équipe. Et au final, comment est-ce qu'est perçue une interruption? Peut-être comme un manque de fiabilité, une perte de temps aussi, et puis quelque chose qui n'aura pas dû se produire. Euh, donc tout ce qui est en fait tout ce qui peut perturber un petit peu la planification, ça pourrait être le fait de se rencontrer à une machine à café ou alors d'organiser spontanément une réunion pour résoudre un petit problème. Ce n'est pas forcément perçu de façon très positive. En dehors du travail, au niveau social aussi, vous l'aurez remarqué, même en dehors du travail, quand vous avez rendez-vous avec un collègue ou avec un ami, si vous avez plus de 10 minutes de retard, 15 minutes de retard, ça va être très mal perçu et votre interlocuteur va vous faire sentir. Donc, c'est tout simplement une preuve de respect que d'arriver à l'heure. La personne s'est mise à disposition pour vous. Et donc, ce sont des éléments qu'on reconnaît automatiquement quand on arrive en Allemagne. Voilà. Et si vous êtes en retard, surtout prévenez dès que vous voyez que vous allez être en retard la personne. Le pire que vous pouvez faire, c'est être en retard et ne pas prévenir de votre retard. Prévenir, c'est tout à fait normal, c'est accepté. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais prévenez, ça c'est clair que sinon vous n'allez pas marquer les points. Alors, du côté français, là, il y a un petit peu une gestion beaucoup plus flexible du temps. Donc, le temps, c'est un élément qui permet un petit peu, c'est pas une ligne droite, directrice comme en Allemagne. Il y a un petit peu plus d'aléas. Donc là, on entre vraiment dans une culture polychronique, à savoir que les termes de simultanéité, de flexibilité sont vraiment mis en avant. On a une culture de l'imprévu et puis on sait répondre en général de façon avec humour, j'espère, avec humour à cette gestion un petit peu polychronique du temps. Donc, on a aussi, ça prend aussi sa racine justement, et on a surtout je dirais comme circonstance, on a le fait que l'attention accordée aux personnes est plus importante dans cet environnement et que on a plutôt tendance à, à accorder une plus grande valeur en fait au moment présent, puis aux relations interpersonnelles aussi, plus qu'à la gestion stricte du temps. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça et de la gestion du temps, c'est que le travail en équipe ne va pas forcément être très évident parce que vous allez créer peut-être des petits problèmes de susceptibilité ou par rapport à votre façon de percevoir et de gérer le temps. Et au quotidien, vous allez peut-être souffrir en Allemagne si vous n'êtes pas conscient de ces différents aspects. Alors, quels conseils on peut vous donner au final pour essayer de vous en sortir, de survivre dans un pays qui n'a pas de grosses différences, mais simplement des nuances? Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Carole, il faut respecter vos engagements. Être à l'heure, c'est pas, on
il faut vraiment encore le répéter. Si votre interlocuteur allemand vous donne un ordre du jour ou un plan, ce n'est pas seulement une orientation, c'est aussi quelque chose qui va être tenu. Donc, essayez de vous en tenir ou de revenir régulièrement vers ces différents éléments de l'ordre du jour. Essayez de rester discret, de ne pas forcément perturber votre interlocuteur en lui coupant la parole. Et puis, rester concentré dans le temps qui a été imparti. On ne va pas forcément vouloir déborder sur la réunion ou le temps qui était prévu pour la réunion. Et puis, n'hésitez pas aussi à fixer des rendez-vous s'il y a des points qui ont besoin d'être éclaircis, de façon à prévoir de nouvelles étapes en fait, dans le temps et dans la gestion du temps, de façon à montrer à votre interlocuteur que vous le respectez quelque part. Voilà, donc ça c'est des éléments tout simples dont il faut être conscient pour que tout se passe bien avec votre équipe et puis avec vos interlocuteurs allemands. Bon, bien sûr, tout ça dépend aussi de beaucoup d'éléments individuels pour lesquels vous allez certainement vous adapter. Alors, si on compare un petit peu au final l'emploi du temps entre la France et l'Allemagne, on a justement des oppositions entre l'aspect méthodique de la gestion du temps allemand contre le côté créatif allemand. L'attention qu'on accorde aux tâches et au respect des tâches en Allemagne, là où on va plutôt accorder un respect des personnes et de l'interlocuteur, de satisfaire l'interlocuteur en face du côté français. On respecte en Allemagne l'emploi du temps qui a été déterminé. Et puis les séquences, les différentes étapes de cet emploi du temps, là où on va se permettre d'être un petit peu plus créatif justement dans l'emploi du temps et peut-être sauter une étape ou alors envisager une autre étape avant d'aller dans la suite. Donc, le côté monochronique, ça ressort en Allemagne, le fait de ne traiter vraiment qu'une tâche à la fois, peut-être le côté assez polyvalent, polychronique en France, avec le traitement de plusieurs tâches. De s'en tenir à un planning ferme du côté allemand et puis d'adapter, comme je vous disais, donc le planning du côté allemand. Donc c'est peut-être des éléments que vous avez saisis un petit peu dans vos réunions d'équipe et vous avez peut-être vécu justement des risques de conflit avec ces éléments qui n'étaient pas respectés ou qui étaient mal perçus d'un côté et de l'autre. Donc, ce qu'on pourrait donner comme conseil à un Français, c'est peut-être d'essayer d'éviter l'imprévu, parce que ça peut être mal perçu du côté allemand. Alors, donc, il en reste pour nous un petit peu un jeu de questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont manifestées, qui souhaiteraient se manifester? Je crois que c'est bien parce qu'on a eu des personnes qui, tout au long de ce live, en fait, ont posé quelques questions. En particulier, merci à Raphaël qui est intervenu avec des commentaires assez exhaustifs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez encore nous les poser. On va y répondre spontanément. Alors, si vous avez justement concernant des questions de gestion d'équipe, si vous avez besoin d'un coaching, vous n'hésitez pas à aller sur le site de l'académie. Je vous ai indiqué le lien ici. Et puis, vous pouvez discuter à certains sujets avec des coachs allemands et français pour discuter aussi de ces différents éléments que vous avez peut-être pu vivre au quotidien en Allemagne dans la gestion des équipes. Alors, donc pour en terminer un petit peu avec cette présentation, alors il ne faudrait pas croire que ce sont des règles, ce qu'on vous indiquait, que ce sont des règles qui vont être vraiment des choses que vous allez vivre absolument et systématiquement dans la gestion d'équipe en Allemagne. Vous avez rencontré beaucoup d'exceptions et quand on vous a parlé de ces différents cadres, il y a certainement des situations contradictoires que vous avez vécues, qui dépendent aussi un petit peu des interlocuteurs et de la personnalité, des personnalités que vous avez en face de vous. Donc, cette exception qui confirme la règle serait pour terminer un petit peu cette présentation. Je vous ai mis un petit peu en avant des études sur lesquelles nous sommes penchés pour réaliser cette présentation. Donc, il y a le franco-allemand, ça a beaucoup été étudié dans les années 70-80, et puis il y a eu beaucoup quand même de parutions qui vous permettraient si ça vous intéresse, de lire un petit peu plus d'expérience, de retour d'expérience à ce sujet. Donc Anne-Carole, si tu n'as pas peut-être d'autres anecdotes, d'autres éléments, dans ce cas-là, on va terminer cette présentation. Donc est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui sont apparus? Je ne vois pas d'autres commentaires.
D'accord, parfait. Donc, vous pouvez nous poser les questions. On va envoyer le replay demain aux personnes qui s'étaient inscrites par mail. Excusez-nous encore pour ce petit problème technique qu'on a réussi à résoudre en 2 minutes. Donc, je pense qu'on a eu la plupart des personnes qui sont intervenues qui sont, comment dire, qui sont réapparues. Je crois qu'il y a un commentaire qui vient d'apparaître. Oui, Christophe qui écrit « Merci beaucoup, très intéressant ». D'accord, j'espère que ça vous donnera des éléments pour vous orienter au quotidien. Ce sont vraiment des filets pour essayer de gérer au mieux votre comportement en équipe et puis de travailler efficacement et en commun avec vos collègues en Allemagne. Je vois, il y a une question de Pierre qui vient d'apparaître. Est-ce que le fait de ne pas parler allemand peut être mal perçu par ses collègues allemands? Alors ça, c'est encore un autre aspect. Évidemment, si vous faites l'effort de communiquer dans la langue maternelle de vos interlocuteurs, ça montre évidemment l'effort que vous faites pour vous mettre à leur niveau. Donc, ça peut être qu'un élément favorable. Parler tous ensemble dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, en anglais, donc pour les interlocuteurs français et allemands, ça peut créer encore plus de difficultés parce que chacun a son idée de la valeur, de la simple valeur des mots. Et peut avoir une interprétation différente. Donc, ça rend l'exercice peut-être encore un petit peu plus difficile que de vouloir absolument dialoguer en anglais. Donc, c'est aussi porteur de difficultés. Ce ne sera pas forcément mal perçu par les interlocuteurs allemands parce qu'on est aussi dans un pays qui parle bien anglais. Ça peut rendre simplement l'exercice de communication un petit peu plus difficile. Voilà. Et aussi vous aider dans la pérennité en fait, de votre projet si vous souhaitez vous installer en Allemagne. Voilà. Donc, ça ne peut qu'être favorable de connaître l'allemand si vous souhaitez y rester quelques années. Très bien, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette présentation. Il y a encore un commentaire, je vois, Anne-Carole. Oui, je suppose que c'est de Christophe. Je vois pas le. Ah non, je crois que c'est Raphaël. On me répond encore souvent en anglais alors que je fais les efforts possibles. Je fais tous les efforts possibles pour m'exprimer dans un allemand correct. Je ne comprends pas bien pourquoi. Oui, ça peut se. J'ai vécu aussi, et encore aujourd'hui, ça m'arrive après plus de 10 ans en Allemagne, d'essayer d'exprimer en allemand, et puis tout d'un coup, on me répond en anglais. Là, je continue en allemand parce que je trouve ça assez vexant. Donc, je ne sais pas quelle intention l'interlocuteur, peut-être, ou il a peur peut-être de ne pas vous comprendre, mais je me suis souvent posé la question. Voilà. Oui, les Allemands aiment bien parler les langues étrangères. Beaucoup plus peut-être que ce qui se fait en général en France. Donc ça peut expliquer ça, oui, en effet. Oui. Peut-être qu'ils vous ont pris pour des Anglais, en fait. Ce serait peut-être... je vois, alors, Pierre qui nous pose la question, est-il possible d'avoir des relations extra-professionnelles avec ses collègues ou on peut garder une distance? Je le laisse seul juger. Là, je n'ai pas comment dire, de règles définies par rapport à ça. Je dirais que ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est à mon avis possible en Allemagne quand même. Alors, en Allemagne, oui, voilà, c'est pas impossible et ça dépend aussi de la culture d'entreprise, de la branche où vous travaillez. En général, c'est plus facile en France d'avoir des relations extra-professionnelles qu'en Allemagne. Hein, en Allemagne, c'est moins la généralité. Pourquoi pas? J'ai souvent, encore la semaine dernière, j'ai interviewé un jeune Français qui me parlait de ses premières années en Allemagne. Et il m'a dit qu'effectivement, il trouvait qu'il avait du mal à percer au niveau extra-professionnel avec ses collègues et que ça mettait du temps justement pour éventuellement sortir ensemble, pour vraiment se connaître en dehors du monde du travail. Donc, en général, les Allemands font une différence entre leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est pour ça aussi qu'ils aiment partir de façon ponctuelle du travail pour leur vie privée. Et ils vont avoir tendance plus à socialiser dans des contextes d'association. Donc, par exemple, dans le bénévolat ou bien dans le sport, ou bien, enfin, en fait, dans toutes les associations, ils vont être actifs, ou bien avec les amis qu'ils ont eus pendant leurs études. Donc, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est un petit peu plus difficile de développer des relations avec des collègues. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, quand vous arrivez en Allemagne, de pouvoir développer un réseau en dehors du travail. Donc, voilà, en vous
investissant dans le milieu associatif, en faisant du sport. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités de rencontrer des personnes dans des nouvelles villes. Enfin, je vois par exemple New in Town, mais il y a aussi des plateformes qui sont spécialisées dans le public, je vais dire un peu international, interculturel, par exemple Internations, ou bien les Stammtisch qu'on a en Allemagne qui vont être orientés sur voilà, les rencontres franco-allemandes, par exemple, ou comme nous organisons de temps en temps les rencontres franco-allemandes. Dans les grandes villes franco-allemandes, on a de nombreuses possibilités de Stammtisch, que ce soit Berlin, Düsseldorf, Cologne, Munich, Stuttgart, des rencontres franco-allemandes que vous trouverez sur Facebook, sur Xing, LinkedIn aussi, Internations, comme tu citais. Et c'est vrai que l'associatif en Allemagne, j'ai souvent remarqué qu'à partir du moment où on partageait un même intérêt avec un groupe de personnes, ça ouvrait des portes. Et on sortait donc ensuite boire, aller dans une kneipe pour faire connaissance. J'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir un but explicite en fait pour que ça crée du lien. Et il faut vraiment partager cet intérêt commun pour être perçu comme un lien social. Ouais. Et en fait, quand vous comprenez aussi que les Allemands vont vivre leur aspect social en fait, de leur vie, vont avoir des relations vraiment interpersonnelles en dehors du travail, vous comprenez aussi pourquoi les Allemands veulent manger en 30 minutes et pas 1 heure au travail comme on va le faire en France. En France, on va avoir du plaisir à passer du temps avec nos collègues, on va faire durer les pauses, on va faire durer le repas parce qu'on va se sentir bien au travail, on va développer ces liens au travail. En Allemagne, c'est en général, donc c'est pas toujours, mais il y a une tendance à que ça soit moins le cas. Donc en fait, les Allemands, ils ne veulent pas perdre de temps. C'est 30 minutes, enfin voilà. C'est un peu là, j'exagère un petit peu, mais pour vous montrer en fait les tendances, manger rapidement, sortir à l'heure pour avoir ce temps de trouver justement les amis de l'association, du sport de club, du sport voilà, divers et variés qu'on peut trouver en Allemagne. Alors, bon, je dirais que vous pouvez aussi inviter chez vous à manger, inviter un repas, inviter pour un apéro. Vous n'aurez pas forcément un retour immédiat. Ça ne fonctionnera pas de cette façon-là, vous n'en faites pas l'expérience. Voilà. Mais c'est bien d'insister pour essayer de montrer qu'on peut se connaître autour d'une table. Ouais, faire découvrir le principe de l'apéritif en Allemagne. Très bien, donc je vous remercie à tous et donc vous recevrez en replay le webinaire. Donc encore merci d'avoir résisté à ce petit incident technique qu'on a réussi à résoudre de façon très créative à la française. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain. Excuse-moi Jérôme, je vois, il y a Émilie qui a écrit les marchés de Noël en Allemagne sont aussi une bonne occasion de se rapprocher de ses collègues. Oui, en effet, oui, c'est une bonne idée, oui, c'est vrai. D'ici un mois et demi, ils ouvrent fin novembre. Et puis là aussi, en entreprise, c'est vraiment le moment pour essayer de faire connaissance. Comme ce serait le cadre du carnaval à Cologne, où souvent il y a des sessions pour les entreprises. Et là aussi, c'est une façon d'apprendre à connaître sous un autre angle ses collègues. Voilà. Oui. Okay. Très bien, merci à tous et encore une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.